Alassane Balassane Condé, préoccupé par la crise au Centre national de transfusion sanguine. Un manque criard de sang est signalé depuis des semaines. La faute aux syndicats de la santé qui font la moue, d'après le président de l'Assemblée nationale. En visite ce matin au CHU Yalgado Ouedraogo et au CNTS, Balassane Condé appelle à la reprise des activités de don de sang. Un nouveau sélectionneur pour l'équipe nationale de football burkinabé, pressenti pour succéder à Paulo Duarte, Kamou Malo a été officiellement désigné par la Fédération burkinabé de football. Ancien international et jusqu'ici entraîneur de l'Union sportive des forces armées, l'homme, vous le verrez, est très respecté dans le monde du football burkinabé. Bonsoir à toutes et à tous. Au palais présidentiel ce mercredi, pas de conseil des ministres, mais plutôt des audiences accordées par le chef de l'État. La délégation burkinabé à Bakou, en République d'Azerbaïdjan, a ainsi pu faire le point sur sa mission victorieuse. Cette délégation, vous le savez, a ramené de Bakou l'inscription des hauts fourneaux au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les commandants sortants et entrants de la force Barkhane ont eux aussi eu une entrevue avec le président du Faso. La synthèse de ces deux audiences avec Aubin Guébry. Avec le sentiment du devoir bien accompli, il quitte le commandement de la force Barkhane. Avec le président du Faso, le général Frédéric Blachon est revenu sur les acquis d'un an de coordination de cette force française au Sahel. Ça a été l'occasion de rappeler une année de coopération, de coordination renforcée. J'ai pu rappeler les dates de cette coopération, notamment la date du 4 octobre, qui est importante puisqu'elle nous a permis là, de frapper un groupe terroriste qui venait de s'attaquer à la gendarmerie d'Inata. Après, il y a eu donc l'accord du 17 décembre et puis nous avons eu l'occasion enfin de mener une opération côte à côte avec les forces burkinabées. Je retiens de cette année l'excellente coopération que l'on a pu avoir, l'excellente qualité des soldats burkinabés, l'excellente organisation de leurs états-majors. Tout ceci est de bon augure pour arriver à vaincre le terrorisme qui est notre adversaire commun. Au palais présidentiel ce mercredi, il y avait aussi la délégation burkinabé rentrée de Bakou en Azerbaïdjan avec un trophée, l'inscription des hauts fourneaux du Burkina Faso au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comment tout ceci s'est passé, on a fait un compte rendu de notre mission. Il a exprimé toute la joie qu'il avait et toute la reconnaissance du peuple. Le président du Faso, après avoir donc entendu toutes les difficultés qui tournaient autour de la gestion des sites culturels, donc a donné des lignes de conduite et des recommandations au ministère technique pour que, à notre niveau, on puisse donc enrôler des dossiers qu'on va lui soumettre pour qu'il voit dans quelle mesure il peut donc développer les initiatives pour accompagner ceux qui gèrent ces sites culturels. Le président du Faso a souhaité l'élaboration d'une stratégie de communication pour plus de visibilité autour des hauts fourneaux. Mais au-delà, c'est toute la problématique liée à la gestion des sites burkinabés inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO qui préoccupe le chef de l'État. Le Premier ministre au complexe international des conférences de Ouaga 2000 cet après-midi, accompagné de son ministre des Affaires étrangères, il est allé s'imprégner de l'état des préparatifs du 8e TAC, le sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire se tient du 27 au 31 juillet prochain à Ouagadougou. Christophe Dabiré a voulu se rassurer quant à la conduite de l'organisation. Toutes les rencontres du 8e TAC, de la réunion des experts à la conférence au sommet des chefs d'État, en passant par le Conseil conjoint des ministres, se tiendront en ces lieux. On écoute le chef du gouvernement à la fin de la visite. Il est au micro de Kwame Vedapa. Alors je constate avec beaucoup de satisfaction que le ministre des Affaires étrangères a pris ses responsabilités. Il a mis en place les différentes commissions pour préparer cette grande rencontre. Les choses sont en train d'avancer bien et je tiens à féliciter le comité d'organisation à cette étape pour les résultats obtenus. Je les encourage à accélérer parce que le 30 c'est déjà bientôt et il faudrait que lorsque nos frères ivoiriens vont arriver, qu'ils trouvent que tout est prêt et que nous sommes prêts à leur offrir toutes les conditions nécessaires
pour la réussite de cet acte. Bien évidemment, comme vous le savez, le Burkina Faso a une tradition d'accueil. C'est un pays qui aime accueillir les frères africains et particulièrement les Ivoiriens qui sont plus que des frères pour nous. Donc de ce point de vue, il faut qu'on travaille à faire en sorte que ce soit un succès et qu'ils repartent d'ici satisfaits de leur visite et que les décisions qui seront prises connaissent des réalisations effectives de part et d'autre, de manière à ce que nos populations continuent de s'intégrer et de renforcer leur coopération dans le cadre du développement économique et social de nos différents pays. Le chef du Parlement, lui, a visité ce matin 2 structures sanitaires, le CHU Yalgado Ouedraogo et le Centre national de transfusion sanguine. Alassane Balaza Kandé est allé constater de visu les difficultés rencontrées par ces 2 formations sanitaires. Si le président de l'Assemblée nationale promet de l'aide au plus grand centre de santé du Burkina, il invite les syndicats à mettre de l'eau dans leur vin pour une reprise rapide et sereine des activités de don de sang. Arsène Konditamde. Le président de l'Assemblée nationale en visite au Centre national de transfusion sanguine. Alassane Balaza Kandé et sa délégation viennent pour toucher du doigt les réalités que vivent au quotidien le personnel. Le centre a du mal à organiser correctement la collecte de sang du fait des protestations des syndicats de la santé. À ces derniers, Alassane Balaza Kandé demande de mettre de l'eau dans leur vin. On ne peut pas créer une vie, mais on peut sauver une vie. Et donc, nous osons espérer. Nous n'empêchons pas quelqu'un de revendiquer. Mais pour ce qui concerne la vie humaine, elle est très importante pour qu'on puisse la perdre parce que nous avons manqué de sang pour sauver ces vies-là. Nous voudrons tout simplement lancer cet appel aux partenaires sociaux de la santé de sorte qu'ils essayent de voir pour ramollir ou amoindrir en tout cas les effets néfastes de ce mouvement. Le président de l'Assemblée nationale a également visité l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Au service de néphrologie, le patron de l'hémicycle à son entrée a fait un constat amer. Une salle d'hémodialyse dépourvue de climatisation, un système électrique défectueux et des lits qui tiennent à peine debout. Un environnement difficile dans lequel certains malades font leur dialyse régulièrement. Faire la dialyse 5 heures dans ce four-là, ça c'est une autre maladie. Pour un besoin d'environ 80 à 100 millions, je pense qu'au Burkina Faso, on ne manque pas. Bonne volonté, de personnes capables d'aider à aider ces patients-là. Aujourd'hui, c'est eux. Demain, ça peut être quelqu'un d'entre nous. En ce qui concerne l'Assemblée, serait-ce que pour la climatisation et les lits, nous allons regarder, parce que dans le cadre de notre coopération avec des hôpitaux suisses et autres, nous allons regarder comment on peut faire pour vous trouver des lits et des matelas. Au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, 341 malades dialysés chroniques sont pris en charge par l'unité d'hémodialyse qui ne compte pourtant que 34 postes. Cette insuffisance de postes a fini par empiéter sur la qualité des soins. Ça nous amène à effectuer des séances de dialyse dans des conditions vraiment mauvaises en termes de fréquence d'abord, puisque certains viennent en dialyse tous les 4 à 5 jours au lieu de 3 fois par semaine. Donc du coup, ça augmente les maladies chez ces patients et également le taux de mortalité s'en ressent. Et par ailleurs également, c'est les malades qui sont le plus souvent démunis. Ils sont démunis, ils n'arrivent pas à acheter des médicaments parce qu'ils ont parfois 4-5 antihypertenseurs qu'ils doivent prendre. Alassane Balaza Kandé a annoncé que l'Assemblée nationale réfléchit sur des projets de loi qui permettraient la pratique de la greffe au Burkina Faso. Il a également invité les Burkinabés à donner leur sang pour sauver des vies, surtout en cette période où le besoin se fait de plus en plus sentir. Dans l'actualité de ce 24 juillet, nous revenons sur les conclusions du dialogue politique. Si opposition et majorité saluent à l'unanimité l'initiative, une partie de l'opinion voit en cette rencontre une messe politique n'ayant accouché que de propositions qui ne font que l'affaire des politiques. Qu'en pensent les journalistes? Suivons ce reportage de Abdourazak Traoré. Le dialogue politique ou la messe des politiciens pour parler de leurs propres intérêts au détriment des aspirations du peuple. Ils sont plus d'un à tirer cette conclusion à l'issue de ces pourparlers entre l'opposition et la majorité présidentielle.
Des impressions fondées selon certains sur les discussions relatives à la situation nationale qui n'ont engendré que des déclarations d'intention formulées sous forme de recommandations. Et au même moment, les points relatifs aux élections de 2020 et au code électoral ont obtenu des propositions concrètes, comme les échéances fixées et lecture de la loi électorale. Oui, bon, a priori, effectivement, on a l'impression que sur le premier point que vous avez évoqué, à savoir le code électoral et puis les élections, tout est calé comme sur du papier de musique. Ça, c'est vrai, mais concernant la situation nationale, effectivement, on a l'impression que ça a été survolé. Mais pouvait-il en être autrement? Assurément non, réagissent ces observateurs de la scène politique nationale. Le format de la rencontre et le facteur temps sont évoqués. Vous savez que ce n'est pas à partir de décrets, d'arrêtés ministériels qu'on peut trouver des solutions aux différents problèmes qui ont été posés. Si vous prenez par exemple la question de la sécurité. La question de la sécurité, vous savez que ça nécessite un certain nombre de choses, un certain nombre de démarches, si bien qu'on ne peut pas étaler ça et sur du papier à l'issue de 7 jours de rencontre. C'est la même chose que sur la nécessaire cohésion sociale ou de le civisme. Ce n'est pas à coup d'oukase ou à coup de réunion ou de dialogue politique qu'on décrète une cohésion nationale ou bien un vivre ensemble qui est en train de foutre le camp avec les exacerbations identitaires et puis les affrontements entre les communautés. Non, je pense que c'est petit à petit qu'on parvient à la cohésion nationale, à la réconciliation tant souhaitée. Mais je pense que déjà, c'est un pas de gagner parce que c'est la majorité de l'opposition. Pour le directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso, ce consensus entre les deux camps politiques est annonciateur d'un climat politique apaisé jusqu'en 2020. Il faut se féliciter de la tenue de ce jamboree entre majorité et puis opposition. Il y aura une sorte d'armistice et de paix des braves jusqu'en 2020. Parce que vous savez que hormis la carte biométrique concernant le vote de la diaspora, il n'y a pas eu trop d'accro. Non, il ne faut surtout pas que ça soit l'accalmie. Il faut que chacun continue de jouer son rôle. Il faut que les dirigeants de parti au pouvoir continuent d'exercer ses prérogatives. Et il appartient aussi à l'opposition de toujours continuer à s'opposer. Bon, pas verser dans l'opposition systématique, mais dans l'opposition constructive, dans l'opposition républicaine. Sinon, nous allons tomber dans une espèce d'unanimisme. Et puis, ça, c'est dangereux pour la démocratie. Il faut qu'il y ait toujours des étincelles, si je puisse m'exprimer ici. Quand l'opposition estime que le pouvoir sur tel point n'a pas respecté un certain nombre de choses d'engagement, il faut que l'opposition donne de la voix, il faut que l'opposition donne du muscle, mais il faut que cela reste dans le cadre républicain. Malgré tout, ils s'accordent tous sur un fait. L'initiative de Roch-Marc Christian Kaboré est plus que salutaire. Les espoirs sont donc fondés non seulement sur le comité de mise en œuvre des conclusions, mais aussi sur le président du Faso qui a promis l'ouverture du dialogue aux autres couches de la société. Nous vous l'annoncions hier, la désignation de Kamou Malo comme sélectionneur des étalons du Burkina. Ça n'est pas vraiment une surprise car il était pressenti depuis quelques semaines déjà pour ce poste. Un national comme entraîneur de l'équipe nationale de football. Comment les experts du domaine réagissent-ils à cela? John William Somda a recueilli quelques avis pour nous. Il y a longtemps, normalement, que cela devrait arriver, selon moi. Parce qu'en réalité, quand on prend l'historique de notre football, nous avons eu 2 entraîneurs nationaux qui ont pris l'équipe nationale. Et tous ces 2 entraîneurs-là ont pu quand même qualifier l'équipe à la phase finale. Et Kamou Malo, selon moi, est un entraîneur qui a beaucoup d'expérience, en tout cas avec le club. C'est vrai, c'est sa toute première expérience avec l'équipe nationale senior et A. Tout sera dans le management, sinon sa qualité en tant que technicien ne me pose aucun problème. Mais dis donc, écoute, on attendait ça depuis.
que quand même ceux qui font leur preuve qu'on les encourage. Je crois que Kambou n'est plus à présenter. Il a fait ses preuves sur le plan national et puis sur le plan international aussi, il a conduit, je crois, le RCK aussi. Donc, je crois que c'est mérité. C'est mérité. Tout ce que je peux dire seulement, c'est le souhaiter bonne chance et que le travail commence. Et nous aussi, on doit être là pour l'aider. Il ne faut pas nommer quelqu'un aussi et puis ne pas essayer de l'aider, de l'accompagner. Et je suis sûr que c'est une très grande décision que le président Sita Sangaré et puis son équipe ont fait. Et je crois que c'est une bonne chose pour notre football. Et qu'on pense à l'expertise nationale au lieu de penser tout le temps à envoyer des entraîneurs d'extérieur. Mais c'est quelqu'un qui connaît presque tous les joueurs, comment ils ont évolué avant de partir, ceux qui sont là aussi. Et je suis sûr que ce sera une bonne chose pour notre football. Je pense que c'est une bonne chose parce que pour une fois encore, après saboter depuis 2007, je pense, on va avoir un entraîneur local à l'œuvre. Maintenant, sur le plan de la compétence, je pense que c'est un gars qui a les qualités, puisqu'il a fait ses preuves dans le championnat local avec des clubs, plusieurs clubs. Mon inquiétude réside sur le fait qu'il n'a pas une grande carrière sur le plan international. Je vais parler, par exemple, je voyais peut-être Malo commencer par les juniors ou les locaux avant de monter avec les A. Mais monter brusquement avec les A, surtout si on sait qu'il n'a pas été professionnel, parce que ça compte aussi, parce qu'on connaît les joueurs d'aujourd'hui avec leur compte bancaire qui dépasse les limites. Je pense que est-ce qu'il aura le respect requis pour faire son travail? Kamou Malo, nouveau sélectionneur donc de l'équipe nationale de football. Qui est-il? Quel est son parcours? Bref, aperçu avec John William Sonda. Depuis l'annonce du non-renouvellement du contrat de Paulo Duarte à la tête de l'encadrement technique des étalons, l'opinion publique était dans l'attente de son successeur. Classé comme probable favori au poste, Kamou Malo a été confirmé. Un véritable challenge pour le désormais ancien coach de l'USFA. S'il est attendu à l'aune de ses résultats sur le terrain, Kamou Malo ne laisse personne indifférente. Relevé plus ou moins sur le tard, Malo est pourtant bien connu de la scène footballistique nationale. Comme joueur, il est passé par l'USO, l'EFO, le BPS et l'ASFAPS, aujourd'hui USFA. De cette carrière de footballeur, on retiendra ses passages en équipe nationale avec le Brésilien José Barrios. Milieu de terrain besogneux, Kamou Malo embrasse rapidement la carrière d'entraîneur sitôt les crampons rangés. C'est justement sur le banc que le nouveau sélectionneur des étalons confirma ses talents de meilleur d'homme. Vainqueur de la Coupe de la commune de Ouagadougou avec l'ex-secteur 17, il file ensuite à Koudougou où il dirige les deux clubs phares de la ville, l'ASEC et le BPS. C'est sous sa houlette que le BPS retrouve l'élite de notre football en 2008, 20 ans après l'avoir quitté. Pour l'anecdote, Kamou Malo était joueur dans le club à l'année de la relégation. Considéré comme un second couteau à Koudougou, Kamou Malo atterrit à Ouagadougou. Il ne met que 2 petites saisons pour monter sur la plus haute marche de la Coupe du Faso en 2012. Premier grand coup pour Malo. La suite ne sera que du bonheur, fait par moments de forte rivalité entre les techniciens et les supporters des clubs adverses. Aussi bien ceux de l'AS Fayeninga, de l'EFO, voire même ceux du RCK, Kamou Malo a par moments maille à partir. La faute a un caractère bien trempé. Toute chose qui ne l'empêche pas de réaliser 4 ans plus tard le double coupe championnat avec le RCK et de redécouvrir l'Afrique. En Ligue des Champions, Kamou Malo ne peut éviter l'élimination du RCK face à l'USMA et cela dans un match qui restera mémorable pour les annales de notre football. Les échauffourées qui suivent la fin du match lui vaudront d'être suspendu pour 6 rencontres des compétitions de la CAF. Je me sens vraiment peut-être coupable d'avoir pas pu donner cette qualification. Mais je dis que simplement, et je le dis, je pèse mes mots, et ce n'est pas assez fort. Le Burkina n'est pas encore une nation de foot. Ça, je le dis. Parce que ce que j'ai vu en Algérie était édifiant. Ce que j'ai vu ce soir, je vous laisse trouver les réponses vous-même. Je suis simplement dépité. Je suis dépité parce que j'ai vu. Et cet arbitrage était encore pire que celui qu'on a subi en Algérie.
Après un deuxième titre de champion obtenu en 2017, Kabou Malo se retrouve aujourd'hui nommé sélectionneur des étalons après un passage sur le banc de l'USFA. Adepte d'un football basé sur le jeu au sol, les dédoublements et les répétitions de passes, Kabou Malo succède à son oncle Drissa Traoré Malo au tableau des sélectionneurs burkinabés sur le banc des étalons. Pour lui, le challenge commence avec les éliminatoires de la CAN 2021 dans 2 mois. Pour le père de Patrick Malo, le défenseur international des étalons, il s'agira de faire vite et surtout bien. Évaluer et quantifier le travail non rémunéré avec un point d'honneur sur l'activité ménagère. Une première au Burkina Faso, un pari gagné par le docteur Barbaraki qui démontre à souhait que les femmes travaillent plus que les hommes, mais demeurent les moins nantis de la société. Dans son ouvrage intitulé « Le travail non rémunéré, enjeu pour le développement » publié vendredi dernier à Ouagadougou, l'auteur plonge le lecteur dans les méandres des injustices faites à l'autre moitié du ciel et propose des pistes de solutions pour inverser la donne. Abdou Razak Traoré. Lorsque l'activité fait partie de la production, elle est qualifiée de travail. Et selon les experts du domaine des sciences économiques, il y a la production marchande, c'est-à-dire celle qui entraîne une rémunération, et la production non marchande qui englobe les activités de production sociale comme le travail domestique. Le docteur Barbaraki, elle, s'intéresse à ce volet de l'analyse qui parle autrement de travail non rémunéré. Dans son œuvre, le résultat de cette enquête montre à souhait que les femmes, en particulier celles rurales, sont les plus concernées. La femme travaille 2 heures de plus qu'un homme en moyenne. Cependant, près de la moitié de son temps est dévoué au travail non rémunéré, alors que l'homme, lui, ne consacre que 3,4% de son temps à ce même type de travail. Le temps restant, soit près de 90%, est utilisé dans la production marchande. Dans ce contexte, l'égalité des chances, illustrée par cette image, n'est qu'un leurre, se désole l'auteur. Le déficit apparaît déjà au niveau de la petite fille et ça suit tout le cycle de vie de l'individu. Voilà la répartition du temps. Et après, on vient nous parler d'autonomisation de la femme. Les femmes qui n'ont que le travail non rémunéré comme travail, comment elles s'autonomisent si l'on ne valorise pas ce travail-là, si l'on ne le quantifie pas, si l'on ne l'intègre pas à nos modèles? On sera toujours à parler d'autonomisation parce que c'est là leur rôle social. Tant qu'elles n'ont pas fait cela, elles ne font rien d'autre. Des longues heures de travail à faire le ménage et être occulté dans la comptabilisation nationale, calculée sur la base du produit intérieur brut. C'est ce que veut dénoncer Barbaraki. Elle milite pour une valorisation de l'activité ménagère. On ne doit pas absolument rémunérer le travail domestique. On doit comprendre que le travail domestique fait partie de l'économie de soins et que l'économie de soins faisant partie de la sphère non marchande est une même facette de l'économie marchande. Il ne s'agit pas de revendiquer des paiements pour votre femme qui vous fait la cuisine à la maison. Ce n'est pas là la question. Le débat est plus profond que ça. Il est plutôt question de rendre effective la budgétisation sensible au genre. La mesure a pour avantage d'appeler chaque département ministériel à s'assumer pour l'amélioration des conditions de vie de la femme. La pauvreté de temps qui est mise en lumière ici, par exemple en allant chercher l'eau ou en allant chercher le bois, doivent être pris en charge par des infrastructures qui empêchent les femmes de perdre autant de temps dans ces activités peu productives. Par exemple, pour la question de l'eau, c'est le ministère de l'eau, c'est pas le ministère de la femme. Pour la question du bois, c'est le ministère de l'énergie. C'est comme ça que chaque secteur doit prendre en compte les préoccupations des hommes et des femmes. L'ouvrage intitulé « Le travail non rémunéré, enjeu pour le développement » est paru aux éditions L'Harmattan. Son auteur est chercheur et experte dans le domaine de la modélisation macroéconomique intégrant le genre. Dr Barbaraki est actuellement en poste à l'Union économique monétaire ouest africaine. Apprenez à ne pas réagir à tout ce qui vous dérange. Le silence est parfois la meilleure des réponses. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. À demain, avec plaisir.